bienvenue à tous dans le webinaire de la Namibie présenté par Cécile Leget. Aujourd'hui, Cécile, je vais donc te laisser prendre la parole, partager ton écran. Donc je reste connecté pour t'aider à partager ton écran s'il y a le moindre bug, n'hésite pas. Et après, je te laisse faire ton show. Bon Super. webinaire à tous. Merci beaucoup Thomas. Écoutez, moi c'est Cécile, je travaille pour African Eagle depuis plus de 25 ans. Alors je disais 15 ans, puis en fait ça fait bien plutôt 25. African Eagle, on est réceptif en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Et je vous remercie d'être aujourd'hui à nous écouter pour la destination Namibie. Et puis je vous remercie d'autant plus d'être là, puisque comme vous le savez tous, malheureusement, la Namibie a été considérée comme une zone écarlate par le gouvernement français et c'est vraiment pas fair-play au niveau de la destination, puisqu'il n'y a aucune raison que l'Afrique du Sud soit bannie sous prétexte qu'elle ait découvert un nouveau virus. Mais en tous les cas, on espère que ça va changer très très vite. Et pendant une petite, allez, on va dire 20 minutes, 25 minutes, je vais vous faire une présentation générale de la Namibie. Ceux qui ont des questions, vous les notez pour Thomas. Ceux qui auront besoin qu'on refasse ça un peu plus au calme, si vous voulez rentrer dans plus de détails, ça sera avec grand plaisir. Donc, la Namibie, c'est un pays d'émotions, de sensations et de découvertes. C'est vraiment un continent qui est très différent du reste de l'Afrique. Je vais remonter pour vous montrer un peu où ça se trouve au niveau général. La Namibie, c'est au-dessus de l'Afrique du Sud, à gauche en fait, donc ça suit tout l'océan Atlantique. C'est une pépite en Afrique. C'est un pays dans lequel les gens qui aiment le continent africain, c'est pas la destination première qu'on choisit. En général, quand les gens veulent aller en Afrique, ils pensent Big Five, ils pensent animaux, ils pensent Kenya, Tanzanie ou Afrique du Sud. Et la Namibie, c'est vraiment pour des gens qui, en général, sont tombés sous le charme de l'Afrique australe ou de l'Afrique de l'Est et décident de découvrir un autre continent. Très très rapidement au niveau des informations pratiques, il faut un passeport en cours de validité valable 6 mois après la date du retour. Assurez-vous que vos clients aient toujours 2 pages libres sur leur passeport. De plus en plus de pays le demandent, donc c'est toujours bien de s'assurer qu'il ne leur reste pas qu'une seule page. Au niveau du climat, en fait, on est complètement à l'opposé du climat français. C'est-à-dire que plus c'est l'été chez nous, plus c'est l'hiver en Namibie et plus c'est l'hiver chez nous et plus c'est l'été en Namibie. En Namibie, il peut faire très, très chaud, notamment du mois de janvier et du mois de février. Il peut y avoir un tout petit peu de pluie en février-mars, mais globalement, la Namibie est un pays semi-désertique. Donc, en fait, les pluies, quand il y en a, c'est même plutôt spectaculaire. On les rechercherait presque parce que du coup, en fait, très, très rapidement, tous les arbres sont en fleurs. Il y a des plantes qui poussent au milieu du désert, donc c'est toujours impressionnant. Et il peut faire frais l'été, c'est-à-dire que quand vos clients partent en Namibie pendant notre été, juin, juillet, août, les températures baissent fortement dans la zone du désert et du coup, il ne faut pas oublier de dire à vos clients de vraiment prévoir, la sous-doudoune, le pantalon. Moi, la dernière fois que je suis allée, en Namibie, il a même neigé. Alors, on neige pas comme dans les Alpes, mais il peut neiger un petit peu. Donc voilà, il faut quand même prévoir de se couvrir. Au niveau de la monnaie, c'est le dollar namibien qui a exactement le même taux de conversion que le rand sud-africain. C'est une monnaie qui ne se change que sur place et qui ne s'échange que sur place. Vous ne pouvez pas ramener ni des rands ni des dollars namibiens. Mais bien entendu, les cartes bleues sont acceptées quasiment partout. Donc, on n'est pas obligé de partir avec une grande quantité de cash. Au niveau de la santé, l'eau du robinet, elle est potable. Il y a le paludisme ou le traitement antipaludéen qui est recommandé sur les régions du nord et du parc d'Etosha, surtout en période de pluie. Et au niveau paludéen, comme dans toutes les régions d'Afrique, Malaron, ça fonctionne très bien. Il faut absolument que vos clients évitent le l'Ariam qui rend fou 3% de la population. Donc surtout si vos clients vous parlent du Lariam, voilà, de leur déconseiller. Au niveau du décalage horaire, il y a 1 heure en ce moment avec la Namibie. Il n'y a pas de décalage horaire quand on passe à l'heure d'été.
Alors pourquoi aller en Namibie, hein? Il y a des paysages tous plus somptueux les uns que les autres, 300 jours de soleil par an et c'est l'ancienne colonie allemande et en fait, vous avez, tout est très bien organisé en Namibie, vous avez des très, très beaux lodges. Au niveau des routes, vous avez 2 routes principales, qui partent du nord au sud en Namibie. On va arriver sur la carte de la Namibie. Vous avez une route qui part de Windhoek et qui monte complètement au nord et qui va jusqu'à Etosha et qui après prend la route de la bande de Caprivi et vous avez une route goudronnée qui part au sud et qui va jusqu'en Afrique du Sud. Le reste du réseau routier en Namibie, c'est que des pistes. Alors des pistes certes en bon état, mais des pistes où on ne peut pas rouler à plus de 70 km/h. Donc il faut savoir quand même que la Namibie, c'est à peu près 2 fois et demi la France. Donc en fait, on fait facilement 4 à 5 heures de voiture, par jour et voilà, même si c'est très agréable parce que les paysages, changent et sont très diversifiés, donc on n'est jamais dans du monotone. Mais en tous les cas, il ne faut pas que vos clients n'aiment pas la voiture. Dans ces conditions, la Namibie ne leur conviendrait pas. Pour commencer, on a Windhoek. Alors, l'aéroport de Windhoek, qui se trouve à 70 kilomètres de Windhoek, la chose la plus frappante en Namibie, c'est vraiment le contraste entre le ciel bleu que vous voyez derrière la petite église de Windhoek et quand vous arrivez en Namibie, cette couleur de l'Afrique australe, elle est extrêmement recherchée et en fait, c'est très contrastant avec ce qu'on voit d'habitude. La ville de Windhoek, globalement, comme le reste des capitales africaines, il y a vraiment pas grand-chose à faire. Mais alors à Windhoek, il y a encore moins de choses à faire que dans d'autres capitales africaines. C'est une petite ville qui a tendance à pas mal se développer quand même, mais il y a pas de musée, il y a pas d'histoire, il y a pas de visites intéressantes à faire dans la ville de Windhoek. Donc soit vos clients arrivent un matin très tôt et dans ces conditions, vont partir directement sur le reste de l'itinéraire, soit les clients arrivent en milieu d'après-midi et passent plutôt une nuit d'escale à Windhoek avant de prendre la route pour le reste du programme. On va partir sur le nord et donc à 4 heures et demie de route au nord, vous avez le parc national d'Etosha. C'est le seul parc animalier de Namibie et c'est un parc animalier où l'écosystème est complètement différent de ce qu'on va retrouver dans le reste de l'Afrique. C'est un ancien lac qui est asséché et du coup, vous voyez, c'est très graniteux. On a vraiment l'impression d'être sur une couche de sel. C'est vraiment très impressionnant au niveau de l'écosystème. Le parc national d'Etosha, il est quand même assez étendu. Donc, en général, on rentre par une porte et on va traverser tout le parc. Il y a de la route qui est de la piste ou un peu goudronnée des fois. Et puis, vous avez plein de petits passages qui vous emmènent à des points d'eau. Et c'est vrai que pour le coup, en Namibie, vous passez énormément de temps au niveau des points d'eau et là, vous allez attendre et toute la journée, vous allez avoir une succession d'animaux qui vont venir, s'abreuver, sur le point d'eau, surtout quand on est en saison sèche et du coup, ça permet vraiment de voir une grande quantité d'animaux. Donc ça, c'est encore un des points d'eau du parc national d'Etosha et ensuite, on va continuer dans la région du Damaraland. Alors je vous remonte sur la carte, on est parti de Windhoek. Dans ce coin-là, avant d'arriver à Otjiwarongo, vous avez 2-3 fermes aussi qui sont assez réputées pour être transformées en réserve animalière. On peut notamment y voir du lâcher de guépard parce qu'il y a il y a 1 ou 2 fermes qui sont vraiment spécialisées dans, la récupération, de guépards qui ont pu être, maltraités ou blessés et qui les élèvent aussi en liberté et du coup, on en voit beaucoup et puis sinon, Etosha, normalement, on va dormir à droite de l'entrée du parc. On va faire une journée complète et on va dormir ensuite une nuit à l'extérieur de ce côté-là pour partir tranquillement dans la région du Damaraland. Le Damaraland, c'est vraiment une succession de paysages plus beaux les uns que les autres. En fait, c'est toute une partie où on va retrouver les peintures rupestres, où on va retrouver le Vingerklip, qui est un monolithe qui est érodé complètement, qui va finir par tomber un jour, hein, parce que vous voyez, il s'érode au niveau de la base. Mais du coup, on a vraiment une succession de visites avec la forêt pétrifiée, le Vingerklip. Vous avez toute cette succession de montagnes. Donc, quand vous roulez pendant des heures. Ça fait penser un peu aux paysages de l'Ouest américain, mais c'est vraiment très varié et très impressionnant.
On va retrouver également les peintures rupestres. Il faut savoir en fait que la région du Damaraland et même toute la Namibie abrite les derniers vestiges des populations qui étaient les populations nomades des Khoikhoi et des San et des Bushmen. Et du coup, on retrouve les vestiges surtout dans cette région-là. On va descendre maintenant sur la côte namibienne. Alors, tout ce que vous voyez en vert sur la côte namibienne, en fait, ça, c'est du désert. En fait, on a toute cette région désertique qui se jette dans la mer et du coup, c'est très, très impressionnant. Là, on va arriver à Cape Cross, qui est très, très reconnu et connu euh, pour sa concentration en otaries, ouais, en colonie d'otaries, et que vous allez retrouver sur toute la côte namibienne. Ensuite, on va descendre sur Swakopmund. Alors, Swakopmund, c'est vraiment la destination balnéaire prisée par les Namibiens. C'est aussi une ville qui s'est énormément développée ces dernières années parce que énormément de gens de Windhoek qui cherchent à fuir un peu les grosses chaleurs de Windhoek viennent s'installer à Swakopmund. Entre le Damaraland et Swakop, comme on dit, vous perdez facilement entre 6 et 10 degrés. En fait, le front de l'air est tellement qui arrive de la mer est tellement frais que en fait, ça fait vraiment descendre la température. Et c'est pour ça que sur la diapositive que vous voyez là, en fait, vous voyez, c'est un peu nuageux. C'est juste le contraste en fait entre l'air chaud qui arrive de l'intérieur des terres et la ville de Swakop. À Swakopmund, vous avez une multitude de petits hôtels très sympas. C'est une ville qui est vraiment belle. Il n'y a pas des grands buildings. C'est plutôt très, très bien conservé. Il ne faut pas oublier que la Namibie est une ancienne colonie allemande et que du coup, en fait, tout y est propre et aseptisé. Dans la région de Swakopmund, en fait, vous avez un maximum d'activités que vous pouvez faire. Vous pouvez faire un survol de la côte en petit avion. Vous pouvez faire du 4x4 dans les dunes. Donc, c'est vraiment impressionnant. En fait, vous partez avec des petits Land Rover là et vous escaladez les dunes qui sont dans le coin. Et d'un côté, vous avez des vues panoramiques incroyables. Et en plus de ça, vous avez un peu des sensations parce que quand vous descendez une dune qui tombe à 90 degrés, ouais, qui descend beaucoup, c'est très impressionnant. Et puis, à une demi-heure de Swakopmund, on va retrouver un mystère botanique où en fait vous avez une plante qui s'appelle la Welwitschia mirabilis, qui est en fait est une plante millénaire qui continue à pousser au milieu du désert. Et en fait, voilà, elle ressemble à cette photo-là. C'est pas la plus belle plante au monde, hein, mais par contre, c'est vrai que ça reste un mystère parce qu'elle continue à évoluer et à grossir alors qu'en fait, il y a très très peu d'eau. On retrouve également la vallée de la Lune, ce qu'on appelle le Moon Landscape. Et puis surtout, à Swakopmund, on va aller faire une croisière dans la baie de Walvis Bay. Et en fait, vous allez pouvoir apercevoir des flamants roses, des pélicans, des dauphins. Vous avez les messieurs sur leur bateau, ils vous font monter une otarie à qui ils donnent du poisson, ils donnent à manger aux pélicans. Vous finissez cette croisière qui dure bien 3 heures avec un petit verre de champagne sud-africain et des huîtres. C'est vraiment une très très belle balade, quasiment faite à 100% par les clients qui passent là-bas parce que ça vous permet de découvrir les espèces marines de Namibie. Et cette croisière-là, on peut la combiner très facilement avec le 4x4 l'après-midi dans les dunes. Donc, vos clients, ils restent 2 nuits minimum à Swakopmund en général, puisque la première nuit, ils vont arriver de la région du Damaraland. Le lendemain, ils vont faire leurs excursions et après, ils vont repartir sur Sesriem. On va parler maintenant du point incontournable de Namibie. Quand vos clients font un voyage en Namibie, ils peuvent ou faire ou pas le parc national d'Etosha. Ils peuvent faire ou pas Swakopmund, mais en général, quand on va en Namibie, c'est quand même pour faire le désert du Namib, qui est l'endroit où vous allez découvrir les plus hautes dunes du monde, je crois, avec la région du Namib Nokfluta. Donc en fait, c'est un parc qui est ouvert de 6 heures du matin à 18 heures. Vos clients vont s'enregistrer pour pouvoir rentrer dans le parc et par contre, ensuite, ils vont devoir garer leur voiture sur un parking commun où là, ils vont embarquer sur des gros 4x4 qui va les emmener au point en fait de ralliement
où les gens peuvent commencer à faire la visite, c'est-à-dire de monter sur une des dunes pour apercevoir le paysage et surtout pour arriver dans Sossusvij et cet espace où en fait on se retrouve au milieu des dunes avec tous ces arbres morts qu'on appelle deadvlei. C'est vraiment quand on arrive sur le site de Sossusvij, c'est vraiment, très impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez rien, vous avez que des dunes à perte de vue. Au milieu de ces dunes, dans cette zone blanche, en fait, avant, il y avait un lac qui s'est asséché et donc il y a tous ces arbres qui sont morts. Voilà, il y a quelqu'un qui remonte sur une dune. C'est vraiment un endroit qui est époustouflant. Donc en général, les clients, ils passent, une bonne matinée. On y arrive en général à 6 heures du matin ou 6h30 du matin en fonction de l'ouverture du parc. On emporte avec nous les petits déjeuners, qu'on a pris, le soin de réserver la veille dans les hôtels et du coup après, les clients, pique-niquent leur petit déjeuner au milieu de ce paysage fabuleux et en général, on rentre, un peu plus tard au lodge et l'après-midi est consacré à de la détente ou à faire le petit canyon il y a un petit canyon qui permet aussi de descendre dans, ce qui était avant une rivière et qui permet de découvrir, un autre endroit. Après, on peut tout à fait envisager de descendre vers le Fish River Canyon. Le Fish River Canyon, c'est le deuxième plus grand canyon au monde après celui des États-Unis. Il faut compter quand même une nuit d'escale quand on quitte Sesriem pour aller au Fish River Canyon. En général, c'est plutôt vendu comme une extension parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de circuits qui incluent systématiquement le Fish River Canyon. Quand on descend vers le Fish River Canyon, on va retrouver toute une région on va retrouver les chevaux sauvages d'Aos, qui a priori sont des chevaux qui appartenaient à l'armée allemande. L'armée allemande les a laissés sur place quand elle est partie. Il y a des espèces de pompes à eau qui sont dispersées sur ce terrain-là, et du coup les chevaux vont s'abreuver en fonction de leurs besoins, et du coup ils sont toujours dans le coin. On retrouve aussi le port de Lüderitz et la ville fantôme de Kolmanskop. En fait, la ville de Lüderitz est une ville active notamment parce qu'en fait, elle se trouve à la frontière avec toute la zone diamantifère namibienne. Et du coup, il y a énormément de gens qui y sont basés et qui travaillent ensuite sur les mines de diamants qui sont juste à côté. Et le petit village fantôme de Kolmanskop, en fait, c'est sur le bord de la route. En fait, vous avez quelques maisons abandonnées et avec le temps et les années, en fait, elles ont complètement été squattées par le sable namibien qui est entré par toutes les fenêtres et qui rend ces maisons complètement inutilisables. Le canyon de la Fish River, vous avez la photo qui est juste là. Donc en fait, on dort sur les hauteurs du canyon de la Fish River. Et donc, comme sur le canyon aux États-Unis, en fait, on a différents points de vue pour apercevoir le canyon. Et quand on remonte, on va pouvoir découvrir une autre région assez particulière de Namibie, qui est donc le désert du Kalahari. Le désert du Kalahari, il est différent du désert qu'on a trouvé à Sossusvij, puisque c'est un désert qui est beaucoup plus rouge et avec des dunes qui sont beaucoup plus rondes et moins hautes en fait. Et puis alors là, c'est vraiment le coin des suricates, mais c'est surtout le Kalahari, le coin des Bushmen qu'on retrouve. Alors en fait, les lodges en général organisent une marche avec les Bushman. Alors il faut savoir que les Bushman, 95 des Bushman sont quand même très civilisés de nos jours, mais que ils vont arriver le matin, ils vont remettre leurs habits traditionnels et vous emmener faire une marche pour vous expliquer comment leur peuple était organisé à l'époque où ils vivaient et où ils étaient très nomades au niveau de la chasse. C'est les hommes qui s'occupaient de créer les flèches et de mettre le poison dessus. C'est les hommes qui ramenaient à manger et les femmes, elles avaient pour fonction de cuire et de faire ensuite de faire à manger, mais surtout elles étaient en charge de l'eau. Donc en fait, elles, leur plus grand travail, c'était de récupérer des œufs d'autruche, de les vider et de pouvoir les re-remplir et de stocker l'eau qu'elles enterraient un peu partout pour pouvoir les retrouver en cas de besoin.
Voilà. Les Bushman, c'est des gens qui ont une langue à clic. Donc, en fait, c'est pour ceux qui ont regardé Les dieux sont tombés sur la tête, et ben, c'était inspiré des tribus Bushman. Et puis, on va retrouver le Chaos Caland avec les Zimba pour ceux qui ont vu l'émission de Frédéric Lopez en Terre inconnue. Il était parti voir les Imba en Namibie. Le peuple Imba est un peuple qui avant était vraiment en haut de la Namibie, à la frontière avec l'Angola. Et puis, en fait, ils se sont rendus compte que c'était quand même hyper rémunérateur d'avoir des visites de tourisme. Et du coup, il y a de plus en plus de villages Imba qui se sont rapprochés des sites touristiques comme Etosha pour pouvoir avoir des visites organisées un peu plus facilement. Les femmes Imba, elles sont magnifiques et elles s'enduisent en fait de terre qu'elles font macérer pour se protéger et des insectes, mais aussi pour avoir une belle peau. Et du coup, elles s'enduisent de cette terre un peu rouge qu'on retrouve systématiquement avec les Imba. Et puis vous avez le Cao Caland. Donc en fait, là, on est vraiment à la frontière avec l'Angola. Il n'y a pas beaucoup de circuits qui y passent. C'est vraiment des clients qui, en général, ont déjà fait la Namibie, qui reviennent et qui veulent explorer des coins qu'ils n'ont pas fait. Il y a des chutes d'eau qui sont très belles, mais il faut compter quand même 3-4 jours d'excursion pour arriver jusqu'à là-haut. Dans le cas au Caland, on peut, si on a du bol, voir les éléphants du désert, qui sont donc des éléphants. On sait qu'un éléphant a besoin normalement d'énormément boire. Et ben, il y a des tribus d'éléphants en Namibie qui ont un très peu accès à l'eau et qui continuent à évoluer et qui se cachent dans des grottes et qui continuent à pouvoir vivre dans cette région-là, malgré le fait qu'ils n'ont pas grand-chose à manger. Voilà, donc là, je vois quelques autres photos des Imba, hein. Donc, vous voyez bien la petite diapositive. Madame Imba, elle va bien dans son supermarché pour acheter son lait, etc. Mais ensuite, ils vivent quand même encore dans leur hutte. Et voilà, les très belles photos des dames Imba. On va retrouver la bande de Caprivi, hein. Donc, la bande de Caprivi, elle va en fait passer tout au dessus du Botswana et c'est ce qui permet de relier la Namibie au Zimbabwe, à la Zambie et au Botswana. Voilà. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un échange entre Zanzibar et l'Ouganda. Cet étroit corridor a été donné à l'Empire germanique et les Anglais ont récupéré Zanzibar et l'Ouganda. Et là, on va passer au-dessus du delta de l'Okavango. Donc, le delta de l'Okavango, c'est vraiment le joyau de l'Afrique australe en termes d'animaliers, en termes de paysages, de flore et de faune. Et là, la bande de Caprivi, l'avantage, c'est qu'en fait, on retrouve deux parcs qui ressemblent à l'écosystème du Botswana. J'appelle ça le Canada Dry du delta de l'Okavango, puisque ça en a l'odeur, ça en a l'écosystème, ça en a les animaux, mais c'est beaucoup moins cher que le Botswana. Voilà. Donc là, en fait, on peut continuer le circuit et laisser sa voiture à Kassané quand on a fini de faire la bande de cas privée et ensuite avoir un transfert jusqu'au chute Victoria. Voilà, voilà un peu pour les informations sur la Namibie. J'espère que d'abord ça a été clair, que ça vous a fait rêver et ensuite de ça, est-ce que vous avez des questions? Alors si vous avez besoin de parler, ouvrez votre micro, hein. Ouais. Soit vous ouvrez le micro, soit vous mettez dans le petit chat qui est sur la droite. Mais en ce Voilà. moment, je t'ai Oui, dit, Cécile. Ah, si, une question magnifique. si, bonjour, c'est Christelle. Bonjour, Christelle. Alors, en fait, moi, j'avais une question. La Namibie, elle se fait principalement en autotour ou c'est mieux d'avoir un guide avec 4x4 et chauffeur? Alors, en fait, la Namibie, merci Christelle d'avoir posé cette question. Alors, nous, en Namibie, on a des départs garantis, d'accord, qui sont garantis en francophone, minimum 2 personnes. Ok. Mais effectivement, en Namibie, c'est extrêmement facile de faire la route par soi-même.
D'accord? Il y a pas Mmh. d'insécurité, les routes sont hyper bien, organisées. On remet des cartes hyper détaillées, donc c'est très, très facile de trouver, tout son chemin. Donc on a D'accord. énormément de gens qui font ça, en autotour et après bien sûr qu'on peut avoir un chauffeur privé. La problématique, c'est qu'un guide privé en Afrique du Sud, c'est 150 € la journée du guide et qu'ensuite il faut rajouter exactement le même hébergement que les clients. Donc on Ouais, est vite ouais. dans des budgets D'accord, ouais. donc après, idéalement, c'est soit les clients font un autotour, soit ils veulent D'accord. pas conduire et on les met sur un départ garanti. Mais si on est dans du pur privatif avec guide francophone, il faut vraiment beaucoup de budget. D'accord. Donc, alors, les départs garantis, c'est des circuits à date fixe que vous faites et vous intégrez des clients de différentes agences, c'est ça? C'est ça. OK. Et alors, si j'en reviens aux autotours, vous vous chargez de louer la voiture pour le client? Ouais, c'est ça. Donc en fait, nous, on s'occupe, D'accord. quand on vous envoie le programme, Mmh. on vous envoie, on s'occupe de trouver la voiture, on fait le meet and Mmh. greet avec les clients qu'on retrouve à l'aéroport de Windhoek, on les aide Mmh. à récupérer la voiture, on leur remet le carnet de voyage avec la carte. Le guide, il passe 1 heure et demie avec eux pour leur expliquer tout l'itinéraire, pour leur montrer tous les vouchers des hôtels et cetera et après les clients, ils partent seuls avec la voiture. D'accord, OK. Et pour leur repas de midi ou autre, vous donnez des conseils de là où ils peuvent s'arrêter? Enfin voilà, j'imagine tout ça est dans un carnet de voyage. Oui, alors en même temps, il faut savoir que, sur la route, en Namibie, il y a pas pléthore de restaurants où on s'arrête. C'est clair. C'est pas Mmh. comme l'Afrique du Sud où là, effectivement, ils ont vraiment le choix. En Namibie, Mmh. sur les étapes, en général, on va quitter son hôtel assez tôt le matin, on va Mmh. faire la route et on va arriver à l'étape d'après pour le déjeuner. Et éventuellement, D'accord. on va inclure 1 ou 2 visites à l'intérieur, on va leur conseiller ce Mmh. jour-là de prendre un pique-nique lunch, mais voilà, il y a pas mais oui, oui, on leur fait D'accord. vraiment le détail jour par jour de qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme activité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme visite en plus et cetera. Et quelle est la durée minimale que tu conseilles pour un premier voyage, en tout cas en Namibie? Il faut 7 8 nuits. Voilà, parce que de toute façon, on va partir directement sur Etosha, il faut 2 nuits, Damaraland 1 nuit, Swakopmund, on va faire 2, le désert, on va faire 2, ça fait 7 ou 8 nuits, c'est bien, d'accord? Après, Mmh. s'il y a des gens qui ont vraiment pas beaucoup de temps, encore une fois, on peut faire un Namibie en 4 nuits, mais dans ce cas-ci, on va faire que du désert, on va faire, Swakopmund et on va faire le désert. D'accord. OK. Voilà. Et alors dernière question, en ce qui me concerne, au niveau de la saison, pour éviter, la saison la plus touristique, quel est le juste milieu, pour avoir un climat correct et éviter, les hordes? Parce que j'imagine, je ne sais plus comment ça s'appelle là, l'endroit où tu as parlé, où il y a les Le désert de Sossusvlei. Alors ouais, tout à fait, ouais. l'avantage, c'est qu'en Namibie, on n'est pas sur alors, en fait, c'est une très bonne question que tu poses, Christelle. En fait, en Namibie, la capacité hôtelière est assez limitée, Mmh. d'accord? Donc en fait, en Namibie, vous allez vendre, en dehors d'un départ garanti, vous allez vendre un circuit à vos clients et Mmh. ensuite, on va, trouver les hôtels qu'on vous avait mis au programme ou des hôtels similaires. Mais il est, en général, très compliqué de trouver de la disponibilité dans tous les hôtels qu'on aura choisis. Mmh. Donc, en fait, il n'y a jamais de problématique comme on peut avoir au Kenya ou en Tanzanie, d'accord? Où en fait, il va y avoir trop de monde sur la route, d'accord? La Namibie, c'est un pays qui est vide, d'accord? Où en Ouais, fait, vous avez jamais l'impression, quelle que soit la saison, que c'est blindé de partout. d'accord. Oh, OK. effectivement, sauf peut-être quand on arrive sur les dunes, mais encore une fois, en fait, les dunes, vous y arrivez, il est hyper tôt, vous allez peut-être croiser 25 voitures au même endroit que vous, mais quand on arrive sur le site, c'est tellement grand et c'est tellement immense qu'en fait, on n'a pas cette impression un peu de se dire: «Oh là là, il y a trop de monde». D'accord, d'accord. Il y a pas cet effet, tourisme de masse, quoi. Non, D'accord. d'accord? Mmh. Même s'il peut y avoir un peu de monde, vous êtes tellement tous seuls au monde sur les routes que quand vous voyez du monde, vous vous Mmh. dites: «Oh, mais c'est sympa, il y a un peu d'animation, quoi». Mmh. D'accord. Voilà. Donc OK. il y a pas une période. Alors maintenant, il faut savoir quand même que idéalement pour des individuels qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de vacances scolaires, le mois de septembre, c'est idéal,
D'accord. Mhm. Ensuite, octobre-novembre, on va avoir beaucoup de groupes. Ok, donc là, il peut y avoir un peu plus de monde où cet effet un peu, même s'il n'est pas vraiment flagrant, mais on peut avoir un peu. Début décembre, du 1er au 15 décembre, c'est génial parce qu'il n'y a pas encore les vacances des Sud-Africains. Janvier, Mhm. février, il fait très chaud. Et ensuite, on va avoir mars, avril. Mais après, c'est vrai que c'est un problème de dispo. En Namibie, il faut quand même s'y prendre beaucoup à l'avance. D'accord, oui, parce que les offres d'hébergement sont limitées, effectivement. Voilà, C'est et pour du ça. coup, par contre, on va Ok. toujours essayer de trouver des solutions, mais ça peut être un peu plus loin des sites. Alors en fait, les hôtels, globalement, ils sont bien, mais après, ça va être leur situation par rapport au site et au centre d'intérêt. Mhm. C'est-à-dire qu'autour des dunes, vous avez 30 hôtels, on va dire, mais dans ces Mhm. 30 hôtels, il y en a 7 qui vont être à un quart d'heure de l'entrée du parc. Vous allez Mhm. avoir 15 qui vont être entre un quart d'heure et 45 minutes de l'entrée du parc, et vous allez en avoir 10 qui vont être à plus de 45 minutes de l'entrée du parc. Mhm. Voilà, donc voilà, c'est ça qui va faire la différence. Et après, en fait, Thomas, il va m'envoyer vos adresses email et moi, je vais vous renvoyer le lien qui vous amène à notre site B2B, d'accord? Où vous Mhm. allez pouvoir, alors ceux qui ont besoin d'un code, je vous enverrai le diaporama Namibie. Et puis, vous pouvez aller voir sur le site d'africanigle.com. Et en fait, même sans code d'accès, vous pouvez retrouver dans les menus dos roulants nos départs garantis. Et ceux que ça intéresse, je vous enverrai vos codes d'accès. Et là, vous avez accès à toute notre base de données hôtel, avec tous les tarifs et avec tout ce que vous pouvez avoir besoin sur toutes nos destinations africaines. D'ailleurs, Cécile, il y a Laetitia qui pose une question sur les groupes, qui dit Ouais. qu'avec tous les... Elle se souvient de galères d'hébergement pour les groupes à une époque. Est-ce toujours pareil? Plus après cette période de Covid, j'ai entendu dire qu'avec les reports qui auront lieu en 2022, il valait mieux éviter de vendre des groupes, elle spécifie bien des groupes, hein, pour 2022 et passer plutôt directement sur 2023. Qu'est-ce que tu en penses, Cécile? Je pense qu'elle a tout à fait raison, d'accord? Et en fait, c'était un peu ce que j'avais expliqué à Christelle, c'est qu'en fait, la disponibilité hôtelière est assez limitée, que effectivement, en avant Covid, on avait déjà beaucoup de mal à trouver de la place pour les groupes, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hôtels, ils vont avoir quoi? 30, 40 chambres, c'est pas des grosses locomotives comme on retrouve en Afrique du Sud avec des chaînes d'hôtels avec 150 chambres. Donc en fait, effectivement, et les hôtels, ils essayent d'avoir une partie en individuel et une partie en groupe. Donc en fait, la disponibilité hôtelière est effectivement problématique et que effectivement, je n'y avais pas pensé, mais qu'avec les reports, puisque les groupes n'annulent pas, mais reportent d'une année sur l'autre, déjà en temps normal, on avait du mal à trouver des places, autant là, ça va être compliqué. Maintenant, la seule chose qui peut nous sauver sur la Namibie, sur le marché français, c'est que une grosse partie de la clientèle namibienne, c'est aussi des Allemands qui réservent à l'avance 2 ans et demi à l'avance. Et que du coup, si le marché allemand redémarre moins vite que le marché français, il y a peut-être une fenêtre de tir. Mais c'est vrai que de toute façon, ça reste problématique et c'est bien pour ça que quand des clients à vous vous disent « je veux faire de la Namibie », soit c'est du gire, il n'y a aucun souci, vous pouvez foncer, soit c'est dû à la carte et effectivement, ça va être en fonction des dispos. Les disponibilités, c'est galère. Donc, il y aura sûrement des hébergements qui vont changer, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bien. Et une autre personne qui demande si par hasard tu ne prévois pas un futur voyage d'études sur cette belle destination et Alors qui te moi, remercie pour la superbe présentation très intéressante. Quelqu'un merci. qui a envie de partir vite, apparemment. Alors, non, ça ne sera pas dans les pipelines parce que les caisses sont vides, d'accord, de tous nos bureaux africains pour avoir à essayer de tenir nos équipes. Donc, on n'organisera pas de voyage d'études. Moi, j'adore y retourner. Donc, celui qui veut y aller, vous me le dites. Si chacun paye sa place, moi, je vous emmène en tant que guide avec grand plaisir. Et il y a une certaine Agathe Guy qui dit qu'elle est très intéressée pour visiter ce pays d'émotions et de sensations. Eh bien, elle a bien raison. Et je remercie Agadgi et je l'attends. Voilà. Merci à tous. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Cécile? N'hésitez pas. Et de toute façon, merci beaucoup. Son contact. Et je vous envoie le replay avec son contact. Et de toute façon, Cécile vous enverra aussi un mail avec les codes, etc., tout ce qu'elle a précisé. Et comme ça, vous pourrez la contacter directement. Voilà.
Donc, je vous souhaite à tous, et ben, ça donne envie, ça c'est vrai. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Merci à tous. Merci beaucoup à tout le Cécile. monde. Et Merci demain, on a un Thomas. autre webinaire sur le Vietnam avec Van Thai. Donc voilà. N'hésitez pas à vous inscrire, évidemment. C'est l'avant-dernier, avant les vacances de Noël. Avant Noël. Avant Noël. Jingle bell, Voilà. jingle bell. Thomas, Oui. est-ce que ces webinaires seront en ligne sur votre page YouTube? Oui, ils sont tous, Ouais. je les mets au fur et à mesure, ouais. Ok, ça marche. Merci. Voilà. Merci à tous. Merci Bonne à fin de tous. journée. À À bientôt. bientôt. Au revoir.